Le titre de cette conférence, Humanité, modernité, surhumanité. Et en arrière-plan, il y a naturellement la réflexion sur ce à quoi va s'efforcer la réflexion morale ou éthique, comme vous voulez, lorsqu'il s'agit de préserver l'humanité de l'homme. En effet, quand on parle d'éthique, on parle d'une réflexion et des actions qui en découlent. Réflexion sur ce qu'est la voie dans laquelle il convient de s'engager, la voie bonne, pour prendre les termes mêmes d'Aristote. Mais cela ne suffit pas de dire il faut aller à gauche, à droite, au milieu. Il faut également être capable d'identifier, de spécifier en raison les valeurs qui fondent le choix que l'on propose. La voie bonne, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'application à l'homme de ce que la modernité, la science et la technique ont créé, c'est bien évidemment poser la question: qu'est-ce qui doit être préservé dans l'humanité de l'homme? Et un tout petit peu en amont de cette question, qu'est-ce qui doit être préservé dans l'humanité de l'homme? Une question qui ne peut pas laisser totalement indifférent le musée de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'humain? Vous voyez, je suis tout de même au cœur du sujet et je commence à honorer mes engagements, n'est-ce pas? Ensuite, après avoir fait ce détour par quels sont les traits spécifiques de l'humain qu'il s'agit de préserver, j'essaierai de voir avec vous en quoi l'application de la modernité des sciences et des techniques sont susceptibles, le cas échéant, de la défendre, de la promouvoir, mais aussi de la menacer. Et enfin, j'envisagerai... C'est parce que mes traits à gauche sont plus séduisants, c'est pour ça, certainement. Non, c'est parce que la caméra est à droite. Qu'est-ce que l'humain? Tout d'abord, deux conditions, je les rappelle, mais c'est extrêmement important, car ça va nous permettre sans doute d'identifier assez facilement, en résumé, d'identifier ce qu'il s'agit de préserver. Pour être humain, comme vous, comme moi, il y a deux conditions. Elles ne sont pas suffisantes, encore que, mais elles sont totalement nécessaires. La première condition est d'ordre biologique, génétique, c'est d'avoir hérité d'un génome humain. C'est bête ce que je dis, mais encore faut-il le rappeler. Si nous avions hérité les uns et les autres d'un génome de chimpanzé, ce serait une assemblée simienne, simiesque, qui se tiendrait ici aujourd'hui. Donc, première condition, un génome humain. Ce génome humain va coder toute une série de propriétés biologiques qui sont celles nous permettant d'accéder aux différents attributs les plus caractéristiques, pas jamais totalement spécifiques, mais les plus caractéristiques, les plus développés dans ce qui fait l'essence de notre humanité. La deuxième condition, je la rappelle également, cette potentialité génétique codée par ces propriétés que véhicule le génome ne trouve à s'exprimer, à se développer, qu'à la condition que l'être portant un génome humain soit inséré dans une société humaine. L'exemple des enfants sauvages en témoigne. Vous en connaissez tous quelques exemples. En France, c'est Victor de l'Ardèche qui est le plus connu, ou de l'Aveyron, je ne me rappelle jamais, ça doit être de l'Ardèche. Mais il y a aussi les petites filles bengalis qui ont été trouvées en 1920, celles de 1 an et celles de 8 ans, qui sont des situations que l'on connaît plus ou moins bien, mais quoi qu'il en soit, des enfants qui en très bas âge ont été abandonnés, ont été privés de toute présence humaine et qui ont trouvé à survivre, souvent, pris plus ou moins en charge par des sociétés animales, suivant le mythe bien connu de Mowgli,
l'enfant de la jungle. Dans le cas des petites filles bengalis, d'ailleurs, il semble bien que ce soit une meute de chiens ou de loups qui se soit occupée de ces deux petites filles, celle qui a été retrouvée qui avait 1 an et celle qui avait 8 ans. Et comme vous pouvez l'imaginer, évidemment, elle marchait à 4 pattes, elle mordait directement dans la viande crue, elle lapait l'eau avec la langue, elle ne parlait évidemment pas, elle avait peur de la lumière et des gens, elle poussait des cris qui était humain, elle avait des cordes vocales, mais enfin, qui ne pouvaient commencer, imaginer l'expression d'un langage. Et lorsqu'elles sont retournées, même celles qui n'avaient qu'1 an, dans la société humaine, jamais leur développement, qui a repris dans une certaine mesure, jamais leur développement n'a pu leur permettre d'accéder à une pleine maîtrise de ces capacités dont nous sommes légitimement fiers. Donc 2 conditions, une biologique et une sociale. C'est-à-dire que si nous imaginons que l'humanité est réduite à 2 personnes, un mythe d'Adam et Ève, voilà. Alors Adam et Ève, dans le Jardin d'Éden, étaient dotés de capacités remarquables par Dieu. Mais dans un cadre évolutif, nous voulons que ces capacités remarquables, ces êtres les acquièrent par eux-mêmes. On peut imaginer par conséquent que ces 2 êtres, les premiers, se rencontrent l'un l'autre et leur échange, et notamment le regard humanisant, le regard de l'un qui voit l'autre comme un semblable, c'est une métaphore naturellement que je vous présente là, et non pas un schéma crédible dans l'histoire paléontologique. Mais tout se passe comme si, par conséquent, l'échange intersubjectif dans une société humaine a permis aux êtres de s'humaniser les uns les autres, m'amenant en quelque sorte à proposer l'un et l'autre une sorte d'oxymore, matrice fondamentale originelle d'où émerge l'humanité, qui est biologiquement déterminée, mais qui ne s'épanouit que dans ces conditions-là. L'un et l'autre, inséparables l'un de l'autre et irréductibles l'un à l'autre, qui amène immédiatement à déterminer les conditions pour qu'à partir du moment où les potentialités en sont codées génétiquement, émerge toute une série de caractéristiques que nous accorderons à faire humaine. En fait, l'élément fondamental de cette relation intersubjective, je peux la résumer par ce que j'appelle le principe de réciprocité. On peut imaginer dans cette métaphore d'une humanité naissante à peu d'individus, on peut imaginer effectivement que la dépendance de chacun vis-à-vis de l'autre, le fait que l'humanité au singulier ne peut pas exister, elle ne peut apparaître que dès lors qu'elle est plurielle, par une autocatalyse intersubjective singulière. Dès lors, chaque individu, pour profiter de la rencontre, du regard, de la relation humanisante avec les autres, avec l'autre, chaque individu doit avoir la capacité à imaginer cette réciprocité, c'est-à-dire que l'autre, sans lequel il ne serait pas, et à qui il permet d'être lui-même, sans doute ceux du groupe au moins au départ, sont enclins à se réclamer des mêmes règles, des mêmes droits que ceux et celles dont on se réclame soi-même. Dans ce principe de réciprocité, nous pouvons retrouver ce qui est la base dure de la morale. Il y a un grand débat philosophique depuis très longtemps qui consiste à savoir si les règles morales sont uniquement construites, socialement et historiquement construites, en relation avec une religion, avec une philosophie, avec une région et une période de l'histoire,
et en partie certaines d'entre elles le sont incontestablement, vous en connaissez de nombreux exemples, mais s'il n'y a pas une base commune. Or moi, depuis assez longtemps maintenant, j'affirme qu'il existe une base commune aux règles morales, et l'expérience que je propose à mes auditoires pour les en convaincre est une expérience que peuvent reprendre à leur compte les amis du Musée de l'Homme. En effet, je me dis, si les règles morales sont historiquement, socialement construites, alors les principes moraux qui découlent d'un récit historiquement et culturellement aussi loin que possible de notre temps, de notre période, doivent nous être inintelligibles. Regardons si c'est vrai. Or, ce n'est pas vrai du tout. Le premier des récits écrits, vous le savez bien, c'est l'épopée de Gilgamesh, et donc je ne peux pas tester mon hypothèse de manière plus radicale qu'en regardant les règles morales qui émergent de l'épopée de Gilgamesh. Vous connaissez tous par cœur l'épopée de Gilgamesh, je ne vous rappelle pas ce dont il s'agit. Gilgamesh est un roi un peu surnaturel mais mortel de la cité d'Ur, et sa brutalité est tyrannique. Et en particulier, il pratique un droit de cuissage généralisé, c'est-à-dire qu'il déflore les jeunes femmes avant qu'elles ne se marient systématiquement. Il a la santé par ailleurs et donc il peut le faire. Les dieux s'en offusquent. Ils trouvent qu'il ne faut pas se comporter comme cela. Et afin de lui faire entendre raison et d'aider les citoyens de la cité d'Ur, il lui façonne, et là c'est évidemment la genèse de la Genèse, c'est l'origine de la Genèse biblique qui sera écrite 2000 ans après, plus de 2000 ans après. Avec de la glaise, il façonne un être qui s'appelle Enkidu, et il lui insuffle la vie. Cependant, et vous allez retrouver ce que je vous ai dit tout à l'heure, cependant, Enkidu a la vie, grâce au pouvoir des dieux, et donc on pourrait dire, nous autres biologistes, que les dieux lui ont transféré un génome humain, mais il n'est pas humanisé parce qu'il n'a pas été en contact avec une société humaine. Et les dieux le savent, et donc ils mettent Enkidu au sein d'une société de femmes péripatéticiennes, de femmes prostituées. Et ce sont ces femmes prostituées qui, dans leur commerce, dont les formes sont diverses, humanisent Enkidu. Dès lors, Enkidu a les caractéristiques que lui ont conférées les dieux, nous on dirait biologiques. Il a également l'humanisation qui s'est créée dans l'intersubjectivité au sein d'une société humaine, et il peut défier, ainsi armé, il peut défier Gilgamesh. Le combat a lieu entre les deux champions dans la prairie, au pied des murailles de la cité mésopotamienne. Comme ils sont tous les deux un peu surnaturels quand même, ils se battent des jours et des jours, des nuits et des nuits, et à la fin, aucun d'entre eux ne prenant un avantage décisif, ils s'arrêtent totalement épuisés, pantelants, assis, et puis là, ils se regardent. Et se regardant, après s'être battus, ils s'aiment, ils se prennent à s'aimer. Et dès lors, ils vont être liés d'une très grande amitié. Et plus jamais ils ne se sépareront de leur vivant, et ils vont se mettre à parcourir le vaste monde. C'est l'épopée de Gilgamesh, il leur arrive 1000 aventures. Ils sont notamment à la recherche de l'immortalité que Gilgamesh poursuivra seul ultérieurement. Mais à un moment donné, et je ne me rappelle jamais pourquoi, il faudra que je relise moi aussi, les dieux se mettent en colère contre Enkidu et l'affectent d'une maladie cruelle qui va l'emporter. Enkidu souffre, le martyr, il dépérit, il va mourir, et Gilgamesh reste avec lui, il lui tient la main, il essaye de soulager ses souffrances, jusqu'au dernier moment, il est là, il essaye d'aider ce passage dans l'autre monde,
Et après, il essaiera de faire vivre la mémoire d'Enkidu. Voilà quelques épisodes de Gilgamesh. Ça veut dire que il y a 5000 à 5200 ans, peut-être plus parce que sans doute ces premiers écrits en précunéiforme correspondent à des récits oraux qui ont été écrits, donc peut-être s'agit-il de récits qui ont 6000 ans, je ne sais pas, dans une civilisation tout de même très loin de la nôtre, considère que tyranniser les habitants d'une ville et pratiquer cette forme de violence envers les femmes et les futurs époux qui est le droit de cuissage, c'est pas bien, on n'a pas de difficulté pour nous non plus. Leurs règles morales sont identiques. On considère, du temps des Mésopotamiens, que l'amitié qui unit Gilgamesh et Enkidu est une chose bonne. Pour nous aussi, on n'a pas de difficulté à considérer en effet qu'il s'agit d'une valeur morale positive. De la même manière, la solidarité, la compassion sont des valeurs également positives. C'est-à-dire qu'en réalité, les règles morales qui transparaissent dans ce récit nous sont limpides. Ce qui suffit pratiquement à éliminer l'idée selon laquelle les règles morales seraient totalement socialement construites. Par ailleurs, elles sont évidemment modifiées par les cultures, bien entendu. Vous voyez bien deux choses dans ce récit. Je l'appelle à la rescousse de ma proposition, qui confirme mes dires. Tout d'abord, le fait que les dieux savent très bien que pour humaniser Gilgamesh, il faut le mettre dans une communauté humaine. On retrouvera ça également dans un récit bien postérieur, évidemment, qui est le nouveau Prométhée, le Frankenstein, le nouveau Prométhée, Victor Frankenstein, le nouveau Prométhée de Mary Shelley. Vous vous rappelez que la créature qui s'est enfuie après avoir été créée par Victor Frankenstein voit dans une forêt au milieu de laquelle il y a une clairière, il voit la vie heureuse d'une famille. L'amour de l'homme et de la femme l'un pour l'autre, leur amour pour les enfants, l'amour des enfants pour eux. Et lui, être que personne ne regarde comme un autre, comme un humain, aucun regard humanisant ne lui renvoie une image valorisante de lui-même, c'est que s'il veut accéder à cette forme de bonheur, il en a besoin lui aussi. Alors il va revoir Victor, lui demande de créer son alter ego, féminin si possible, et avant d'avoir achevé son œuvre, Victor redoute les conséquences de cette union, de ces deux créatures monstrueuses, détruit ce qu'il était en train de faire, et ensuite l'un et l'autre se poursuivront. Victor sera poursuivi par la haine de la créature jusqu'à ce qu'ils meurent tous les deux dans le grand nord de l'Arctique. Voilà. Donc un récit très ancien et un plus récent qui insiste beaucoup sur le fait que l'humanité dépend aussi de la société humaine. Nous avons un peu approché, par conséquent, des conditions permettant l'émergence de l'humanité. Maintenant, quels sont les éléments que l'on va identifier? Les éléments, on peut les retrouver à travers ma proposition de ce principe de réciprocité. Avec les mots que j'utilise aujourd'hui, je ne sais pas ceux que j'aurais utilisés il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'années, mais avec les mots que j'utilise aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une des caractéristiques de mon humanité, que parfois j'agis de mon propre chef. On dit aujourd'hui que je manifeste un certain libre arbitre. Je fais ce que je veux, quoi. Le principe de réciprocité exige que dans notre action sur autrui, on respecte également l'autonomie de l'autre. Imaginons que, en sortant de cet institut, de cet amphithéâtre de paléontologie, je glisse sur une peau de banane, je me casse le fémur et que je sois là sur le trottoir, incapable de bouger. Vous sortez de l'amphithéâtre, parce qu'il n'y a plus d'orateurs, et il ne me suffira pas que vous respectiez mon autonomie en passant votre chemin. J'espérerais bien que vous me viendrez en aide. Et d'ailleurs, si la situation était inversée, vous l'espériez aussi.
Par conséquent, ce principe d'humanité ne doit pas, évidemment, aboutir à nuire à l'autre. Doit au contraire lui permettre, lorsqu'il est en but à une difficulté importante, autant qu'il est possible de le faire, doit lui permettre de mieux la surmonter. Principe de bienveillance et principe de non-malveillance. Voilà certains des éléments qui découlent un peu de cette analyse des conditions réellement de notre humanité. Dans la manière dont, depuis maintenant très très longtemps, j'ai été amené à différentes positions, à traiter de très nombreux sujets, on va dire d'éthique biologique et médicale, ou bien d'éthique plus générale, même quand il ne s'agissait pas de médecine et de biologie. Ça a été toujours en référence à la prise en considération des intérêts de l'autre, des intérêts bien compris de l'autre, le respect d'une humanité de l'autre basé sur ce principe de réciprocité. Et on va maintenant en prendre quelques exemples en confrontant ces têtes dont j'ai rappelé certaines des caractéristiques, en le confrontant à la modernité. Alors, je ne vais pas pouvoir tout étudier, mais puisque c'est à la mode, et puisque ce sont des grands sujets d'actualité, je vais commencer par aborder dans la modernité les nouvelles manières de faire des enfants. C'est toujours intéressant. On croit savoir comment faire des enfants, on en a fait les uns et les autres assez souvent, pas toujours, mais assez souvent quand même. On se le rappelle plutôt de manière agréable. On continuera à faire des enfants comme ça, il n'y a pas de doute, parce que ça, c'est assez facile et il y a certains agréments. Mais il y a des situations où on ne pourra pas faire des enfants comme ça, soit liées à des stérilités, soit liées à des couples homosexuels. Or, qu'on soit pour ou contre, peu importe, ce n'est pas le lieu d'en discuter. Ce qui est certain, de toute façon, c'est que dans le monde entier, il y aura des couples homosexuels qui seront légalement mariés ou qui auront un équivalent. Voilà. Donc, ces couples homosexuels se poseront le problème de leur parentalité, soit par adoption, et là je n'en parlerai pas. Ça pose des problèmes éthiques, on peut en discuter, mais ce n'est pas le sujet. Soit en recourant à des nouvelles techniques de biologie de la reproduction. Et donc ça me permet, en partant de ce débat national sur le mariage des personnes de même sexe et sur l'homoparentalité, ça me permet d'aborder les différentes solutions que l'on pourrait proposer pour permettre à ces deux femmes ou à ces deux hommes d'être parents biologiquement. Commençons par les deux femmes. Ces deux femmes, le plus simple, évidemment, c'est qu'elles soient alternativement fécondées par un sperme de donneur. Voilà. Et de ce fait, elles auraient des enfants, garçons et filles, dont l'une serait la mère biologique, et elles seraient toutes les deux mères biologiques de certains des enfants de la fratrie. Ça ne pose pas de difficulté, on sait faire, c'est un problème législatif, un problème de mœurs, ça ne pose aucune difficulté. Mais, évidemment, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux, ou bien pire, on en discutera. Je ne vais pas parler longuement du clonage reproductif, parce que sans doute, il est déjà dépassé, je pense. Le clonage reproductif, ça serait la technique qui amènerait, dans le cas de ces deux femmes, j'ai commencé par ces deux femmes, ça serait la technique qui amènerait l'une d'entre elles à offrir son ovule, que l'on aurait 16 ovules, parce que ça ne marche pas à tous les coups, ça ne marchera pas, ça ne marche jamais pour l'instant, mais quand ça marchera pas à tous les coups, que l'on aurait débarrassé de son propre noyau, et ce noyau de l'ovule d'une des femmes serait remplacé par le noyau de l'ovule de l'autre. Ça reconstituerait un embryon qui aurait les mitochondries de l'une et le génome nucléaire de l'autre,
Et puis, on pourrait alterner de la même manière, hein, une fois pour un enfant l'on. Alors, une des conséquences ici, c'est qu'en réalité, ce que l'on obtiendrait, c'est alternativement les jumelles de l'une et de l'autre. Donc, ce n'est pas vraiment une filiation tout à fait normale. Et là, on voit immédiatement que ça pose un problème éthique extrêmement important. Extrêmement important, parce que l'on peut se demander de quel droit un être, un adulte, qui a déjà ce pouvoir important et il fait partie réellement de la nature, de désirer se reproduire, aurait également le pouvoir de décider du corps du produit de cette reproduction. Comment et pourquoi il déciderait de la couleur des yeux, de la forme du visage, de la texture des cheveux, et comme ce serait alternativement des filles jumelles de l'une et de l'autre, c'est bien de ça qu'il s'agirait. Si, dans un autre contexte, moi-même, j'avais été traité pour un cancer cruel jeune, le traitement m'aurait stérilisé, et comme je n'avais que 14 ans à ce moment-là, on n'aurait pas pensé à prélever mon sperme, ou alors j'eusse été un pubère. Mais le traitement m'a rendu stérile. Et si je me reproduisais par clonage, par la même technique, il est certain que ce qui naîtrait de cette pratique, ce serait un garçon ayant une fossette au menton, ayant tendance à avoir une taille moyenne, plus grand que moi, parce que pour des raisons qui ne sont pas génétiques, les générations croissent progressivement. Sans doute une calvitie élégante à partir de 45 ans. Voilà, c'est-à-dire tout mon portrait. Honnêtement, je n'ai pas à être tellement fier de mon physique, non plus d'ailleurs qu'à le repousser, que j'ai à l'imposer à quelqu'un d'autre. Parce que cet enfant, ça serait bien tout de même un autre. Ça ne serait pas une prothèse de moi. Ça ne serait pas ma chose. Ce serait un autre. Vous me direz, oui, mais il va pouvoir s'identifier, s'individualiser par son esprit. Vous avez raison. Mais rien que la prise de la maîtrise, la prise de pouvoir sur le corps d'un autre, c'est pas rien. La prise du pouvoir sur tout le corps d'un autre, c'est pas rien, on ne voit pas trop ce qui pourrait le justifier. Donc de toute façon, ces techniques, j'en parle parce que vous pouvez vous poser la question, mais c'est pour ordre parce que ça n'a plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui, compte tenu des nouvelles possibilités. Les nouvelles possibilités, beaucoup plus intéressantes, c'est de fabriquer des gamètes à partir de cellules quelconques du corps. On sait aujourd'hui, à partir de cellules de la peau humaine, ça a déjà été fait, on sait fabriquer des cellules par transfert de 3 ou 4 gènes, peut-être d'autres techniques demain, des cellules qui ressemblent énormément à des cellules souches embryonnaires, et comme les cellules souches embryonnaires peuvent se développer dans toutes les cellules du corps, notamment en cellules ovariennes ou testiculaires, en cellules gamétiques, on peut, à partir des cellules de la peau, fabriquer des spermatozoïdes et des ovocytes. Donc, si on prend mes deux femmes, on aurait une situation intéressante où l'une des femmes donnerait pour un enfant donné son ovocyte classique, et cet ovocyte serait fécondé par un spermatozoïde fabriqué à partir de la peau de sa conjointe. Et là aussi, d'enfant en enfant, on alternerait. En quelque sorte, ce serait un peu, le mythe de Tirésias. Tirésias avait obtenu des dieux de pouvoir être à la fois homme et femme pour connaître les avantages et aussi la jouissance liée à l'un et l'autre de ces états. Donc ces femmes seraient alternativement père et mère de chacun des enfants. Quels seraient les enfants dans ce cas-là? D'abord, ce ne seraient que des filles. En effet, une cellule de la peau d'une femme qui a 2 chromosomes X ne peut faire que des spermatozoïdes qui ont des X. Et donc, un spermatozoïde X qui féconde un ovocyte X, ça donne une cellule embryonnaire XX, c'est une femme. Il n'y a que des femmes. Cela étant dit, ça serait une grande diversité de femmes. Là, ce ne serait plus les sœurs jumelles. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que, imaginons que
ces deux femmes au niveau d'un locus de gène particulier, c'est-à-dire au niveau d'un gène particulier, et ce gène sous 4 formes. L'une a une forme A et une forme B, l'autre a une forme C et une forme D. Le jeu au hasard ferait que, rien que pour ce locus, on aura des AC, des AD, des BC, des BD, et pour tous les gènes, ça sera pareil, et donc on peut, par échantillonnage, uniquement par ce jeu-là, faire des millions de milliards de filles différentes. Voilà. Donc il y aurait une grande diversité de filles, différentes, mais ce serait que des filles. Marquez, ce ne serait pas très important, d'un point de vue biologique, puisqu'on n'aurait plus besoin des hommes. Donc à partir du moment où on n'a plus besoin des hommes, on se demande bien pourquoi on aurait besoin d'en faire. Voilà. Ça, nous allons en discuter et nous discuterons de savoir... Alors, cette technique-là, c'est de la science-fiction encore, mais une fiction hautement probable. Hautement probable. Moi, si vous me demandez de faire un pari, je fais le pari, effectivement, que dans 20 ou 30 ans au maximum, on saura faire des gamètes fécondants à partir des cellules de la peau. Je dois dire, alors, ce que je vous ai dit, c'était tout de même, vous avez vu, je suis un homme extrêmement rationnel, c'était tout de même un exposé scientifique, même si je ne vous fais pas prendre des vessies pour des lanternes, et je parle de possibilités, mais raisonnables. Voyons d'un point de vue éthique. D'un point de vue éthique, je vous ai dit que la règle importante, pour moi, c'était uniquement les conséquences pour l'autre de ses actions. Ce que deux adultes font de leur sexualité, de leur vie, les regarde. Et donc je n'ai rien à dire, évidemment, sur l'homo ou l'hétérosexualité, c'est vraiment le problème des personnes. Que ces deux adultes veuillent des enfants ensemble et d'une certaine manière désirent matérialiser leur amour par cela, les couples hétérosexuels le font depuis si longtemps, pourquoi pas eux? Et là encore, j'ai beaucoup de difficultés à trouver un argument pour m'y opposer. Dans le cas de ces deux femmes, elles font après tout une grande diversité de filles. Il n'y a pas cette imposition. Il y a encore la grande loterie de l'hérédité qui joue. Il n'y a pas cette imposition d'une forme que l'on obtiendrait par le clonage. Et donc la question c'est, est-ce que ça pose un problème qu'il n'y ait que des filles? En réalité non, parce que on sait très bien que les hommes et les femmes s'attirent l'un l'autre et on n'est pas prêt d'avoir 100% de couples homosexuels. Et donc ça sera une forme très minoritaire et que des couples de femmes homosexuelles, si elles le désirent, ne fassent que des filles, c'est leur problème réellement. Pas de question. Non, moi, beaucoup de difficultés à indiquer pour quelles raisons je trouverais ça immoral, mais ça fera un débat très important. Voyons voir maintenant ce que l'on pourrait faire avec des hommes. Alors, les hommes, ils ont un avantage et un très grave inconvénient. Ils ont un avantage, c'est que leurs cellules de peau, si on prend leurs cellules de peau, ce sont des cellules XY. Donc, les hommes, eux, peuvent faire des spermatozoïdes X et Y lorsque la technique sera au point. Ils peuvent aussi théoriquement faire des ovocytes X et Y, mais comme les ovocytes Y, on ne sait pas ce que ça donne et a priori ça ne marche pas, on va les jeter. Donc les hommes peuvent faire des ovocytes X, des spermatozoïdes X et Y. Donc au niveau de la fécondation, les hommes, eux, peuvent faire ensemble des filles et des garçons, alors que les femmes ne pouvaient faire que des filles. Donc ça, c'est un avantage. Mais il y a un inconvénient quand même, c'est qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit en réalité. Ils ont totalement besoin d'une femme. Ils ont besoin d'une femme pour deux raisons. C'est qu'on peut se passer du spermatozoïde, on ne peut pas se passer de l'ovocyte, on en fabrique un, mais surtout, la matrice artificielle, l'utérus artificiel, est très loin d'être au point. J'en parlerai même pas parce que dans les 50 ans qui viennent, compte tenu de la difficulté et de la faiblesse du progrès que l'on fait dans le maintien du développement, même des animaux, du développement in vitro d'un embryon, je ne vois pas que dans 50 ans, l'utérus artificiel soit vraiment au point.
Donc il y a besoin d'une femme. Les femmes peuvent se passer des hommes, alors que les hommes ne peuvent pas se passer des femmes. D'ailleurs, ce que je vous dis là, vous en êtes totalement persuadé, je ne fais que confirmer votre conviction. Votre conviction intime. Voilà. Donc, si des hommes en couple désiraient procréer biologiquement, il faudrait qu'ils fassent appel à une mère porteuse. Voilà. On peut imaginer que l'un ferait le spermatozoïde, X ou Y, l'autre ferait l'ovocyte, uniquement X, on jetterait le monstre ovocyte Y, et puis il ferait donc des embryons garçons et filles, des embryons mâles et femelles, mais après il faudrait bien trouver un ventre féminin pour le mettre, et ça c'est l'allocation d'utérus. Personnellement, en revanche, sur la base de ces caractéristiques de l'humanité que j'ai essayé d'expliquer par ce principe de réciprocité, je ne suis pas du tout tolérant à l'idée que l'on accepte la généralisation d'une technique, que l'on légalise cette technique de la mère porteuse. Il y en a beaucoup déjà, hein, c'est une technique qui est extrêmement utilisée. Aux États-Unis, elle est très utilisée notamment par les stars qui ne veulent pas interrompre leur carrière par une grossesse et qui font vraiment appel à des mères porteuses ou aussi par des couples homosexuels d'ores et déjà. C'est quelque chose qui est assez répandu en Floride, à Hollywood, sur la côte Est. Il y a sans doute des centaines d'enfants qui sont nés comme ça. Et puis ça se fait pour des couples, pour des femmes qui ne peuvent pas porter des enfants. Beaucoup en Ukraine, il y a des cliniques spécialisées, je pourrais même vous donner des adresses, où ils sont spécialisés dans le petit français, donc voilà. Et en Inde également, les deux grands pays qui ont développé cela très intensément, des cliniques de mères porteuses, c'est l'Ukraine et l'Inde. Il doit y en avoir d'autres, hein, mais... Donc on connaît bien comment ça se passe. Les femmes signent un contrat avec les géniteurs, et dans ce contrat, les femmes s'engagent évidemment à ne pas avorter, même quand la loi de leur pays leur permet. Elles s'engagent à subir un diagnostic prénatal et à accepter au contraire l'interruption de grossesse s'il y a une malformation, une trisomie 21 ou d'autres anomalies de ce type-là. Elles s'engagent à subir toutes les manœuvres obstétricales permettant d'optimiser les conditions de la naissance de l'enfant, et elles s'engagent à l'abandonner à la naissance et à le remettre aux géniteurs. Et par conséquent, si elles ne respectent pas cet engagement, elles sont en faute et il y aura procès, et sans doute dans ces pays-là, en tout cas, elles seront condamnées à des amendes extrêmement fortes en réalité. Et j'ai beaucoup de difficultés, sachant la singularité de ce qui se passe parfois chez une femme, dans l'esprit d'une femme, durant ces 6 mois où cet enfant est en train de croître dans son ventre. J'ai beaucoup de difficultés à ce qu'elle accepte par contrat de n'être qu'un utérus artificiel vivant. Je ne vois pas que ce soit vraiment respecté cette humanité féminine telle que je peux l'appréhender. Cela se discute, mais réellement je ne le vois pas. Alors maintenant, il est possible naturellement à une femme, à une mère porteuse, d'abandonner l'enfant, et cet enfant volontairement, mais si elle ne l'abandonne pas, c'est son enfant. Alors, la définition d'un enfant, de la mère d'un enfant, c'est la femme qui accouche d'un enfant, indépendamment de ses géniteurs, ça c'est la loi romaine. Si cette mère l'abandonne, il peut être effectivement adopté par les uns et les autres. Voilà un peu dans ce domaine particulier comment, face à la modernité, je peux traiter ces questions. Je vais traiter maintenant d'un autre aspect, simplement pour fixer les esprits, qui va nous amener, comment dirais-je, à la frontière entre la modernité et la surhumanité. Je vais vous indiquer ma conviction profonde, de la même manière que ma conviction profonde est que cette gamétogénèse in vitro à partir de cellules non sexuelles sera au point dans les décennies qui viennent. J'en suis totalement convaincu, on a suffisamment d'arguments pour le penser.
De la même manière, j'ai aucun doute, il y en a déjà, mais que plus encore demain, les cyborgs seront parmi nous, c'est-à-dire des formes de vie qui seront intermédiaires, qui comporteront des dispositifs électroniques extrêmement sophistiqués. D'abord, je pense que dans 20 ans, on arrivera à réaliser au niveau de la rétine et chez les malvoyants, les non-voyants, ce que l'on réalise aujourd'hui en termes de prothèses auditives. Les malentendants, les sourds, peuvent être appareillés. Un dispositif permet de transformer le son en signal électrique qui, avec un apprentissage nécessaire, est repris par les structures nerveuses et peut être traité par le lobe temporal du cerveau. Et ces malentendants arrivent à avoir une vie d'entendant relativement normale, hein, même si le spectre est plus limité évidemment que chez nous. De la même manière, il n'y a aucune raison pour imaginer qu'il serait impossible d'implanter un dispositif photosensible au niveau de l'œil, transformant en signal électrique les images et les transmettant à ce qui reste de structure de nerfs optiques ou directement au niveau des aires occipitales qui traitent réellement les images. De la même manière, les gens qui ont perdu un membre, aujourd'hui ils sont appareillés, des prothèses de plus en plus efficaces. Je ne doute guère que dans 20 ou 30 ans, ces prothèses seront très finement articulées et que, de plus, elles seront mobiles et mues sous l'effet de la volonté. Il y a déjà des expériences qui permettent de le faire, à partir d'électrodes implantées dans le cerveau, à des zones particulières. Je pense que demain, ce pourrait être possible également à partir d'ondes qui sont détectées à la surface du cuir chevelu ou bien par des petites électrodes implantées dans le cuir chevelu. Je ne sais pas comment ils s'y prendront, on s'y prendra, mais je suis absolument certain que demain, peut-être, on pourra voir des personnes qui auront une prothèse auditive électronique, une prothèse visuelle électronique, 2 pieds, 2 jambes, 2 cuisses, 2 mains, 2 bras, 2 avant-bras électroniques, mus par la volonté. Si ces pauvres personnes ont eu un accident amenant à faire une ablation du foie, victime d'une hépatite, d'une intoxication par amanite phalloïde, je crois que la médecine régénératrice à partir des cellules souches permettra de leur implanter un nouveau foie ou de faire repousser leur foie, c'est-à-dire qu'on aura effectivement, sans doute, dans certaines conditions, des êtres tout à fait particuliers qui correspondent assez bien, à dire vrai, à cette image très chère à la science-fiction qui est l'image du cyborg. Et je n'ai pas laissé aller mon imagination très loin. Je parle uniquement ici du traitement de handicap extrêmement grave. Mon sentiment là, c'est que si la technique est maîtrisée, si les effets sont ce qu'on en attend, il n'y a dans l'application de ces techniques aucune difficulté éthique particulière. C'est-à-dire que le but de l'application de ces techniques, c'est bien de permettre à des personnes qui sont gravement handicapées dans l'exercice de leur liberté, des différentes formes de leur liberté, motrice, visuelle, auditive, sensorielle en règle générale, leur permettre de compenser ces handicaps. Et compenser le handicap n'a jamais en soi posé un problème. Chemin faisant, vous voyez bien que dans ma manière de raisonner, ce que je mets en avant, c'est vraiment les conséquences pour l'autre, et certainement pas une référence telle que le naturel serait désirable et le non naturel serait démoniaque. Si le non naturel permet de préserver une humanité pouvant se réjouir d'être, pouvant être aussi autonome que possible, les techniques qui l'autorisent me semblent plutôt devoir être des progrès. De la même manière, on a commencé aujourd'hui à implanter des dispositifs électriques, des électrodes dans le cerveau, pour traiter des maladies neurologiques. La première des techniques de ce type a été mise au point pour traiter
des formes de maladie de Parkinson qui étaient devenues résistantes au traitement par la L-Dopa, au traitement chimique classique. Ça consiste en des zones particulières du cerveau à délivrer des courants qui interrompent le fonctionnement de certaines voies. C'est un peu une désafférentation électrique et non pas, comme on faisait jadis, des lobotomies. Et le résultat est très bon. Ces techniques aujourd'hui sont utilisées dans d'autres situations et notamment on commence à les utiliser avec de très bons résultats dans les TOC. Vous connaissez tous les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Voilà. Avant de partir de chez moi, je me lave les mains, et puis je trouve qu'elles sont sales, je me les relave, et puis je sors, je rentre parce que mes mains sont sales, je me les relave, et je n'arrive pas à partir de chez moi parce que mes mains sont sales. Ou alors, je fais 6 pas pour sortir de chez moi. Je ne sais pas si j'ai vraiment fermé la porte à clé. Donc je reviens, je vérifie, mais après j'ai encore un doute. Ou alors est-ce que j'ai fermé le gaz? Est-ce que j'ai débranché le fer à repasser? Etc., etc. Certains de ces troubles obsessionnels compulsifs handicapent considérablement. Il y a des gens dont la vie est totalement pourrie par ces TOC. Et là encore, on s'est rendu compte que l'implantation d'électrodes à d'autres endroits et l'application de courants alternatifs à haute fréquence permettaient de soulager considérablement ces troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire d'accroître l'autonomie des personnes. Alors, aussi bien dans le cas de mon cyborg sensoriel ou moteur que de cette électro-neurobiologie pour des cas de neuropathologie. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'une vocation thérapeutique. J'ai des personnes qui souffrent d'une maladie réelle, on veut les soulager. On est vraiment dans le cadre d'une action humaine dont le but et dont le résultat peut être de permettre à une humanité handicapée, menacée, de mieux s'exprimer, de retrouver un plus haut niveau d'autonomie. Le problème, évidemment, c'est que les mêmes techniques, exactement les mêmes techniques, peuvent servir à toute autre chose. À toute autre chose. Je vais vous donner 2 exemples. Un exemple réel, un exemple sur lequel on travaille, et un exemple plus fantasmagorique de science-fiction. Il est arrivé plusieurs fois que l'on se soit un peu trompé sur le positionnement exact des électrodes de stimulation intracérébrale. Et notamment, il y a des personnes tout à fait normales, avec un tremblement, on applique le courant, on les voit d'un seul coup se décomposer, elles se mettent à pleurer à chaudes larmes, à être en proie à un désespoir extraordinairement violent. Il y a eu des suicides dans ces conditions-là. On interrompt le courant, en peu de temps, elles recommencent à sourire et à retrouver la vie belle. Bien entendu, on peut accidentellement, sans vraiment le maîtriser, mais demain on pourra le maîtriser, on peut, par cette méthode-là, assujettir les émotions. Sans doute, assujettir également les conséquences psychiques des émotions, c'est-à-dire les résolutions. En réalité, on ne doute pas que l'on puisse assujettir la personnalité par l'application de ces méthodes. Réellement, on n'en doute guère. On parlait de post-humanité. Alors, un cas très particulier, je l'ai vécu il y a peu de temps, un groupe d'études, de réflexion du ministère des Armées auprès des systèmes d'armement avancés, a demandé à discuter avec moi pour que je discute
du caractère éthique de leurs réflexions, de leurs travaux. Alors, bon, j'ai commencé à mettre les choses au point en leur disant, écoutez, votre travail, c'est d'améliorer l'efficacité des systèmes d'armement. Ne vous faites pas d'illusions. Améliorer l'efficacité d'un système d'armement dont le but est de tuer des gens ne peut jamais avoir une valeur éthique. Voilà. Donc, il ne faut pas tout de même, parce qu'on discute de cela. Bon. Cela étant dit, voilà, on est d'accord. Je vais tout de même répondre à votre question. Mais on est d'accord, on est dans un cadre. L'art militaire n'est pas un art d'application dans la vie réelle de la morale. Chacun sait. Mais on sait que dans la vie réelle, malheureusement, des fois vous faites la guerre et pas la morale. Et vous essayez de faire la guerre de manière pas trop sale néanmoins, si c'est possible. Alors, j'accepte de discuter. La question, puisqu'on a des systèmes d'armement de plus en plus efficaces, la question, c'est d'arriver à les mettre en œuvre le plus rapidement possible quand il y en a besoin, en servant de toute l'intelligence humaine. L'électronique n'a pas toujours exactement le même résultat. Et, si possible, en tirant avant l'autre, c'est-à-dire en actionnant le système avant l'ennemi. Et pour cela, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait aucune hésitation. Or, la neurobiologie a fait une constatation singulière, qui a d'ailleurs de très importantes conséquences philosophiques. Je résume, en gros. Tout se passe comme si, quand on va réaliser une action, faire un geste, entreprendre quelque chose, les premiers signes électriques de l'action qu'on va entreprendre précèdent de 300 millisecondes la conscience que l'on a qu'on va entreprendre l'action. Et l'action n'est entreprise que 150 millisecondes après. Donc 300 millisecondes, premiers signaux. Par exemple, voilà, je vais prendre un couteau pour égorger un animal. 300 millisecondes après, je sais que j'ai pris le couteau pour égorger l'animal. 150 millisecondes après, j'égorge l'animal. L'hypothèse, l'idée, est que la plupart des actions que nous menons sont en réalité des actions adaptatives automatiques qui ne mettent pas en jeu notre système de raisonnement. C'est-à-dire, je veux manger un poulet, automatiquement, quand je veux manger un poulet, j'ai pas à réfléchir de tuer mon poulet, il faut que j'ai un couteau et que je le saigne. Mais ensuite, on en prend conscience. Et il y a encore 150 millisecondes durant lesquelles, sans doute, on peut dire, après tout, ce poulet est un être vivant, et puis ma petite fille s'est prise d'affection pour le poulet, donc tout compte fait, je ne vais pas le saigner. Et on pose le couteau. Action presque adaptative automatique, on dira, ne passant pas par le cortex préfrontal, passant par les noyaux centraux, puis accès de cette action dont la décision n'est pas consciente, automatique à la conscience, possibilité de go or no go de la conscience et geste. Alors ça, les militaires ont bien lu ces travaux. Ça les a beaucoup intéressés. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est voir en quelle mesure il ne serait pas possible de déclencher l'arme avant que l'on ait conscience du geste qui va être pratiqué, c'est-à-dire directement en saisissant le signal du geste adapté au niveau du cerveau. Et par conséquent, évidemment, il n'y a plus ce risque qu'un remords de dernier moment, une hésitation de 150 millisecondes amène à recevoir le missile au lieu de l'envoyer avant. Voilà. Ça semble incroyable, évidemment, mais il y a des travaux et des réflexions extrêmement importantes dans les laboratoires de l'armée travaillant en neurobiologie sur des questions vraiment de cette ordre. Là, on est naturellement, pas tellement d'ailleurs sur le versant de la surhumanité, mais sur un versant de la post-humanité. Car l'humanité dont je vous ai parlé, c'est le libre arbitre. C'est donc la possibilité
de la conscience de ses actes et, prenant conscience de ses actes, de pouvoir décider de les mener à terme ou pas. Et ce que l'on essaye de court-circuiter, c'est une des caractéristiques les plus évidemment humaines qui soient. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mes interlocuteurs en disant, écoutez, la guerre est toujours non éthique, mais ce que vous voulez faire là, c'est pas seulement non éthique, c'est totalement déshumanisant. C'est une négation totale et une atteinte totale à l'humanité de l'homme. Voilà. Voilà en quelque sorte quelques considérations. Je vais maintenant offrir ces propos à la sagacité de votre critique. Quelques considérations sur cette humanité, ce qu'il y a d'humain qui mérite d'être protégé, ce en quoi se pourrait être confronté à ce que la modernité rend probable, et comment on pourrait aborder ce problème de post-humanité, sinon de surhumanité. Je vous remercie.